Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, nous allons parler d'art visionnaire, de gnose et de bien d'autres choses en compagnie de Laurence Caruana, un très grand peintre connu internationalement. Et bonjour Laurence, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Ouais, c'est un plaisir d'être ici. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà, vraiment merci, hein. Merci. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, nous on s'est croisés dernièrement au musée du Quai Branly pour, la grande exposition d'art visionnaire et d'art chamanique, hein. On Tu étais là-bas, il y a un de tes tableaux qui était exposé au musée du Quai Branly et donc, comment tu es arrivé à l'art visionnaire et qui tu es, mon cher Laurence? Comment je suis arrivé? C'était c'était assez long en fait, parce que je peux dire que euh, c'est la peinture qui m'intéresse au début et plutôt dans la direction de surréalisme et aussi les techniques anciennes de la peinture. Je suis né à Toronto et j'ai fait mes études en philosophie dans la fac, University of Toronto, parce que j'ai pas trouvé vraiment le moyen d'étudier les techniques anciennes de la peinture au Canada, États-Unis, même en Europe, c'était difficile. Mais je suis allé à Vienne et c'est à Vienne que j'ai passé un an, en fait, pour étudier dans l'Académie de la peinture là-bas. Et c'est là que j'ai découvert un maître de la peinture, Ernst Fuchs, qui m'a inspiré vraiment dans cette direction qu'on peut dire maintenant visionnaire. Et pour les Viennois, lui, c'est l'école viennoise de réalisme fantastique. Et fantastique, imaginaire, c'est un peu dans cette direction-là. Et notre génération, finalement, on a décidé d'aller vers le mot visionnaire parce que c'est plus proche de ce qu'on est en train de faire. Et donc, j'ai eu vraiment l'occasion en l'année 2000 de rencontrer cet Ernst Fuchs et de travailler avec lui. Et c'est à cette époque-là que j'ai écrit ce qui s'appelle le manifeste de l'art visionnaire. Et là, j'ai pris le temps pour décrire ce qui est l'art visionnaire, sa tradition, le lignage des peintres, si vous voulez. Et c'est important pour moi que c'était écrit en même époque que je travaillais avec Ernst Fuchs, ça c'était à Monaco. Et cet document-là, qui vient de l'année 2000 maintenant, donc ça date de 24 ans, euh, il est devenu un peu un texte clé pour le mouvement de l'art visionnaire, même si c'est pas tout à fait à jour pour ce qui est l'art visionnaire d'aujourd'hui. Et là, j'exprime que l'art visionnaire, c'est ça que moi, j'ai expérimenté moi-même, c'est d'entrer dans le monde, on peut pas dire au-delà de la tableau, c'est-à-dire le tableau, c'est comme une porte, hein, c'est une porte qui s'ouvre vers cet monde autre, cet autre monde. Et nous, on essaie, les artistes visionnaires, de capturer un peu ce monde grâce à la peinture. Et la peinture, c'est pour nous le plus précis qu'on a, le plus qu'on a les techniques anciennes de la peinture pour travailler avec, le plus fidèle nous sommes vers les visions, parce que les visions, euh, parfois, ils ont une qualité de précision, d'une monde de lumière intense, etc. Et c'est ça qu'on veut capturer dans nos toiles. Donc l'art visionnaire, c'est un peu dans cette direction-là. J'ai présenté pendant que tu parlais, Ouais. la panoplie Oui, les œuvres d'ouvrages écrites. que tu as écrits parce que tu es Ouais. conférencier, tu es auteur, donc tu es peintre, enfin, tu es,
Disons, tu es comme Shiva, Vishnu avec plusieurs bras, même Durga avec plusieurs bras, tu Ouais. proposes beaucoup de choses et le manifeste de l'art visionnaire, je l'ai présenté dans la bibliographie. Mmh. Heu, Qu'est-ce que l'art visionnaire? Captation d'une vision et comment la vision arrive? Par des rêves, par des plantes antéogéniques, heu, par un exercice de méditation, par la lecture des textes gnostiques? Mmh. Comment les visions arrivent? Oui, donc c'est exactement ça, il y a beaucoup de moyens et pour moi, par exemple, c'était des rêves et c'était à travers des rêves pendant ma jeunesse, jusqu'à les âges de mes vingtaines, jusqu'à l'âge de 33. C'était vraiment, le chemin des rêves pour les autres aussi, ça peut être, des visions qui arrivent spontanément ou, comme vous voulez. Mais c'est vrai que dans notre mouvement, c'est plus connu par les plantes sacrées, par les entéogènes. Et donc, ce tableau-là, par exemple, c'était vraiment, grâce à un rêve que j'ai vu ce tableau et j'ai voulu, développer les techniques de la peinture pour capturer cette image parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans un rêve et il y a un côté alchimique, un côté chrétien, et cetera, que j'ai pas vraiment compris et c'était comme avec tous les rêves, on essaie d'interpréter, on essaie d'illuminer un peu ce qui est derrière cette rêve-là et ce tableau-là, il est devenu un, tableau, une image clé pour moi parce que maintenant, je progresse vers la prochaine étape et c'était à l'âge de 33 que, j'ai consommé, une plante sacrée, le cannabis et pour moi, même si j'avais, consommé cette, drogue, on peut dire, avant, c'était pas pareil et cette soirée-là, c'était vraiment une révélation qui a bouleversé ma vie, c'était un changement total, et c'était, en regardant, une image que je suis, arrivé à cet point-là pour avoir une révélation. Et 2 jours après, pendant une soirée, j'ai fait une méditation sur ce tableau-là et j'ai eu clairement le sentiment d'entrer à travers l'image. Donc j'ai écrit un ouvrage sur, cette idée d'entrer à travers l'image dans le monde visionnaire. Donc cet monde visionnaire, on peut entrer dans ce monde par plusieurs moyens. Mmh. Et après l'âge de 33, c'est vrai que j'ai continué d'avoir des rêves importants, des rencontres avec les autres gens, hem, mais j'ai poursuivi un chemin plus axé vers les plantes sacrées et Mmh. parce que il faut mentionner que ça, à cette époque-là, cette expérience m'est arrivée en 1993 et donc c'est bien avant internet et c'était vraiment un monde, souterrain, the underground, d'expérimenter avec les plantes, et cetera. Grâce à internet vers l'année 2000-2005 et cetera, s'ouvre beaucoup, cet monde qui était caché en fait des plantes sacrées et donc j'ai eu vraiment, grâce avec des rencontres avec des autres artistes visionnaires, que j'ai élargi mon expérience, dans ce monde-là qu'on peut parler aussi. Donc ça fait une partie de du monde visionnaire, mais, pour moi, qui est il faut dire que moi, j'ai dirigé une école de la peinture qui s'appelle, the Vienna Academy of Visionary Art. Donc j'ai rencontré beaucoup des 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 artistes avec ces expériences visionnaires et heu, les plantes sacrées jouent un rôle même important, mais pas le seul moyen, pas du tout, ouais Mmh. et des gens
qui ont un accès par les autres moyens, comme j'ai dit, les rêves, les méditations. Pour moi, la méditation, c'est aussi assez important, les visualisations et choses comme ça. Est-ce que on pénètre dans le même monde? Par exemple, lorsqu'on prend les plantes antéogéniques, on a des visions. Lorsqu'on Ouais, fait des rêves, tu parles de visions dans les rêves, donc on va parler ouais, de songes et on ouais. rentre dans un monde. Est-ce que c'est le même monde? Et tu Ouais, remarques que c'est la même chose qui est derrière? c'est vraiment intéressant parce que je pense c'est plus proche. Je pense vous aussi, je dis tout, tu, tu Qui as tu veux? des Vas-y. expériences avec des rêves lucides. Et je pense c'est plutôt dans cet genre d'expérience avec les rêves lucides, c'est-à-dire dans les rêves normaux, on est plutôt passif dans notre rôle. Ouais, on est tellement plongé dans le rêve qu'on n'est même pas conscient de la fait que c'est un rêve. Mmh. Mais avec un rêve lucide, on est conscient de nous-mêmes, que nous sommes là, qu'on peut un peu diriger l'état de rêve lucide. Et pour moi, mes expériences avec les visions des antiogènes, c'est pareil. On peut influencer la direction, mais pas totalement, pas du tout en fait. Et des fois, nous sommes bouleversés par l'expérience des visions, etc. C'est trop fort, oui. Mais avec la posture, la respiration, la concentration, etc., on peut arriver de naviguer cette expérience. Et ça, c'est l'approche que moi, je préfère. Mais le plus qu'on essaie de contrôler et pas naviguer, le plus ça tourne contre nous, en fait. Et parce que l'ego, c'est quelque chose qui, dans ce monde-là, si on entre dans ce monde avec un Ouais, ego qui est vraiment fort, ouais. c'est ça qui, il faut Qui est difficile, bien sûr. lâcher de tout Ouais. ça. Est-ce Donc, que tu vois un jeu de miroir? Ça veut dire on voit ce que nous sommes et plus on est crispé, plus on est égotique, plus la l'expérience est difficile et ouais, les formes que l'on voit ne sont que l notre propre intériorité. ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, donc il y a un jeu de miroir comme ouais, un reflet ouais, extérieur. Est-ce que ouais, la cathartique comme les gnostiques l'entendaient durant l'Antiquité, et la voie de la purification de l'âme dans l'alchimie, ouais, c'est en rapport avec le voyage, des ouais, visions, l'art ouais, visionnaire. Est-ce que c'est le même ouais. chemin? On Oui, c'est peut faire la même exactement chose? moi j'ai fait mes études dans la philosophie. Mmh. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré des textes de Plotin, par exemple. Mais l'alchimie, l'hermétisme, la théurgie, c'est pas vraiment quelque chose qui était à cette époque-là des textes dans le curriculum de philosophie. Mais Mmh. pour moi, tous ces textes-là, théurgie par exemple, ils sont devenus tellement importants pour moi parce que ça explique mes expériences. Ça m'aide de comprendre mes expériences dans ce monde visionnaire. Et je donne une seule idée que je pense tu es au courant aussi de cette même idée. C'est le l'Okema, Vraiment, oui. le véhicule Ouais, de de lumière. l'âme. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, les théurgistes, euh, ils ont mentionné cette idée que si on entre dans le monde de vision, c'est bon d'avoir un véhicule autour de nous qui nous aide de traverser ces royaumes-là. Et c'était mon expérience, en fait, parce que j'étais dans un monde de vision où j'étais vraiment entouré par des entités que je ne peux pas comprendre ce qui se passe autour de moi, que j'ai créé, c'était pas une sphère, mais c'était pyramide, une espèce de pyramide en verre dans mes visions. Mais cette pyramide en verre, c'était une espèce de protection où je peux, j'étais envolante, donc je peux voler au-dessous de tout ce qui m'a entouré comme ça, un peu protégé. Et ça, c'était spontanément
pendant la vision. Et après, j'ai lu des textes théologiques où il s'explique qu'il existe déjà cette Okema qui est un véhicule pour aller dans les autres cieux, pour une ascension à travers les cieux, etc. Donc, c'est un exemple, mais c'est un exemple important où ces textes-là, ils ont une importance différente pour moi maintenant parce qu'ils parlent vraiment à mes expériences. Et c'est exactement ça que je cherche dans ma lecture maintenant parce que nous ne sommes pas les premières d'entrer dans ces mondes visionnaires. Donc, il faut vraiment prendre conscience des autres cultures, etc. Mmh. euh, où ils ont des expériences. Et même nous, dans notre culture, Ouais. qui est cartésien, rationnel, scientifique, etc., ça nous aide dans les autres domaines, mais dans ce domaine-là, c'est un peu contre nous, en fait, hein, la Mmh. rationalité, Ouais, ouais. Mmh. l'ego et tout ça, parce que le moment que nous sommes confrontés par quelque chose qui va au-delà de toutes ces conceptions, on a perdu, en fait. Hein, Mmh. c'est une crise de notre conception du monde, en fait, qui est mis en question. Oui, Mmh. bon. Mm. Dans tes tableaux, il y a énormément d'influences de différentes cultures, un héritage. Des fois, tu l'as signalé tout à l'heure, ça vient dans tes rêves, c'est venu dans tes rêves et tu ne comprenais pas, c'est après où tu as découvert que c'était pareil. Ensuite, là, on voit un autre tableau, encore le Christ. Le Christ est récurrent dans tes tableaux, Ouais, enfin, ouais. hein, très récurrent. Là, on voit que la croix est un scarabée. Ah, Et ouais. il y a une influence égyptienne, il y a l'œil d'Horus et tout ça baigne dans une aura sacrée, une lumière qui vient d'ailleurs, comme si, Mhm. c'était une révélation qui nous arrivait, une grande inspiration qui nous révélait et à ton avis, d'où vient cette lumière? Est-ce que Oui, notre conscience, lorsqu'elle regarde cette lumière-là, elle ne fait que oui, se regarder elle-même? Enfin, oui, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'on oui, regarde là devant nous? oui. Donc, chaque tableau, c'est un peu une ouverture vers des expériences. Et je peux parler des symbolismes dans ce tableau égyptien, chrétien, ça c'est beaucoup de choses, mais aussi cet œil divin qu'on voit. Oui, juste au-dessus là, Oui, hein. Ouais. pour moi, ça c'est la première fois que j'ai dessiné et fait cette image-là qui est devenue de plus en plus importante pour moi. Et j'avais des résistances parce que avec les idées de franc-maçonnerie et l'Illuminati et tout ça, c'était une image qui était déjà prise par des autres cultes qui utilisent dans un certain sens que moi, j'étais pas confortable. Mmh. Mais finalement, ce qui m'est arrivé, c'est de faire des méditations sur les tableaux, des contemplations et les yeux ouverts ou un œil ouvert. Et normalement, c'est en fait, je ferme l'œil droit et j'ouvre l'œil gauche. OK, Il est arrivé comme ça. d'accord. Et donc, j'ai fait la méditation avec un seul œil fixé sur un point dans le tableau. Et si c'était le point de cet œil divin qui nous regarde comme ça, comme dans un miroir, wow, pour moi, ça, c'était vraiment une expérience où j'ai entré à travers l'image, on peut dire. Et c'est exactement ça, c'est l'œil divin, c'est la source des visions ou de la vision, en fait. Et le moment on ouvre notre esprit vers cette idée ou cette expérience que ce n'est pas moi qui vois à travers mon œil, mais c'est le divin qui est la source primordiale de vision, oui. Et donc, je suis comme un reflet
de cet œil divin. Et c'est l'œil divin qui illumine par l'intérieur, par la lumière qui sort de cet œil divin. Ça, c'est une autre expérience clé pour moi, pour changer ma façon de penser, en fait, que parce qu'on a parlé d'ego Mmh. et si moi, je suis la source des visions qui surgissent en moi, c'est OK, c'est mon vision, ça appartient à moi. Mais pour moi, c'est plus important que cet monde des visions, cette mundus imaginalis existe quelque part déjà dans l'imagination de Dieu. Et nous, on peut entrer dans ce monde-là, oui. Ouais. Mais c'est comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut dire je veux voir ça. Oui. Mmh. C'est pas un monde qui marche comme ça. C'est plutôt un jardin où on est permis d'entrer dans ce jardin et de voir ce qui existe dans ce jardin. Ouais. Mm. Donc, on c'est un peu comme Maître Eckhart aussi, il disait, «Je suis, l'œil par lequel le divin s'observe lui-même». C'est un Ouais, peu ça ouais, et ouais, il y a ouais, cette découverte chez tous les grands, mystiques ou ouais, ouverture de l'œil intérieur et ouais. heu et Mm. pourquoi le Christ est tellement important dans tes tableaux? Pourquoi? Ouais. Oui, Le ça Christ c'est. un peu et le Christ et Jésus, tu fais la différence entre les 2 ou pas? Oui, mais il faut dire que je suis né à Toronto des 2 parents maltaises et la Malte, c'est vraiment une île où le Ah oh! catholicisme a pris, un pouvoir fort et donc j'étais élevé dans un milieu où l'Église, catholique, a joué un rôle important pendant mon enfance et je dis pas le symbole à cette époque-là, le Christ, oui, c'était, vraiment fort et c'était seulement pendant mes études à Toronto, dans la philosophie, que je suis devenu en fait, athéiste. C'était le seul j'ai lu, Friedrich Nietzsche et tout ça. C'était vraiment une façon de me relâcher de tout ce monde de catholicisme et cetera, oui. Et c'était grâce à cet rêve, qui est dans le tableau, le Christ alchimiste. Et ça, c'est le deuxième tableau que j'ai fait dans cette époque-là. Et c'est important ce tableau aussi parce qu'on voit le Christ et c'est la descente aux enfers, en fait. C'est basé sur un rêve. Et il y avait le Christ qui a fait la descente aux enfers, mais ceux il est élevé avec lui aux enfers, c'était pas l'Adam et Jean-Baptiste, etc., mais c'était Kali et Quetzalcoatl et les autres dieux des autres traditions. Et c'était une façon pour moi d'essayer d'intégrer les autres traditions symboliques dans mon vision du monde. Et chaque dieu, chaque déesse, c'est un symbole, mais un symbole avec pouvoir, hein. C'est un symbole qui a la même puissance que le Christ, par exemple, dans la question de journée de mon âme à travers le temps. Et parce que moi, j'ai toujours cru à l'idée de l'âme éternelle. Finalement, j'ai changé un peu mes idées, mais toutes les traditions symboliques, tous les mythes, ça nous donne la possibilité d'imaginer d'où je viens, mon âme, et aussi qu'est-ce que se passe cette âme pendant la vie et après la mort, oui. Le temps, est-ce que le temps linéaire ou cyclique, l'âme passe à travers le temps cyclique, à travers le temps linéaire, et à la fin du monde, qu'est-ce que ça se passe? Et donc, chaque tradition, pour moi, c'est une façon
d'imaginer qu'est-ce que ça se passe à mon âme. Et c'est pour ça que chaque tableau, c'est un peu un essai de arranger ou trouver la résonance entre les images symboliques qui reflètent le trajet, le voyage de mon âme à travers le temps. Oui. Mmh. Et donc, c'est ça qu'on voit dans plusieurs de mes tableaux. Oui. Et j'observe que le triangle de tout à l'heure où il y avait l'œil, ici Mhm. est remplacé justement par un astre solaire typiquement, égyptien, le dieu Khnum, Mhm. Oui, qui fait naître le soleil, il le fait oui, déployer dans la matière. Heu, il y a toujours un signe en haut qui nous indique qu'il y a quelque chose qui vient au-delà de toute chose, non? Pour oui, exact. toi, Oui. hein? Il y Et a ouais? il faut dire que avec, j'ai mentionné avec le premier tableau Ouais, que j'ai fait une méditation, hein, ou on peut dire une contemplation. Le mot grec, c'est théoria. Et j'ai besoin toujours un point fixe sur OK. le tableau. Et j'ai dit avec un œil seulement, oui, fixé sur un point. Et si le point, c'est quelque chose comme, je vous montre où je suis maintenant. On peut bien. OK, on voit un peu peut-être là, il y a un œil au centre de toute cette géométrie sacrée. Oui, on le Hein? voit, oui, oui. Oui, Oui, on le voit, ouais. On le oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui évolue dans mon art, c'est de avoir ce point-là qui s'élargit jusque la totalité du tableau. mmh, Et dans les contemplations qu'on fait avec notre regard sur un point fixe, le champ de vision s'élargit jusqu'au point qu'on peut voir tout le tableau comme une unité, oui, et comme une totalité en même temps. Donc, c'est ça que je cherche, j'ai fait beaucoup des études pour trouver comment ça marche avec la composition, l'harmonie pythagorienne, et cetera. Le un devient 2, le 2 devient 3, le 3 devient 4. Comment on peut avoir l'unité et la totalité, la multiplicité, dans un tableau, ouais, où il y a des points ou point d'harmonie en fait, où l'unité résonne, cet point-là résonne avec tous les autres points dans le tableau, oui, et c'est ça que je cherche en fait. mmh, Donc pour revenir à cette deuxième tableau que tu as montré, mmh. c'était aussi ce point au-delà, au-dessus Oui. qui unissent tout le tableau, en fait, où c'est un point où on peut commencer et l'œil peut égarer dans le tableau, mais il arrive toujours pour moi à certains points dans le tableau qui sont les points clés, oui, pour voir le tableau comme une totalité. C'est une technique vraiment théurgique, même orthodoxe, hein. Les orthodoxes ont hérité de ça, la méditation sur les icônes, la Oui, contemplation sur les exactement. icônes, Oui, c'est ça. platonicien, néoplatonicien, la théurgie Oui, jamblique, oui, Porphyre. On est dans la théurgie, et de la oui, contemplation, magique, oui, alliée à un tableau que tu construis, enfin, que tu reçois et que tu mets oui, en comme une forme de contemplation avec la théoria, comme tu l'as signifié, oui, c'est la ça. Oui, contemplation. C'est les oui, vieilles techniques de l'Antiquité là que tu oui, nous parles, hein, tu me oui. parles de vraiment de ça. La théurgie, la théurgie et tu as, est-ce que tu enseignes cette technique-là à tes élèves, par exemple? Oui, donc j'ai pensé de OK, tu as montré déjà Oui, mes ouvrages, mais je peux le remontrer, hein? Tu veux que je remonte un ouvrage en c'est, particulier? OK. Sacred Code, c'est Ah assez OK, long comme je bouquin, vais ouais. ouais, ouais, je vais Mais remontrer la publication, oui. dans ce bouquin-là il est devenu finalement 700 pages, qui est Ah énorme. oui, c'est énorme. Et Ah pendant ouais, les derniers chapitres, c'est exactement ça. Oui, donc on voit le un, 2, 3, quatrième ouvrage là, Sacred Codes, The ouais. Forgotten Principles of Painting Revived by Visionary Art. Et
les derniers chapitres sont sur l'idée de théurgie et comme tu as dit, les tableaux orthodoxes, byzantins, etc., toute cette tradition, oui, c'était une tradition où le rôle d'art dans une culture, c'est sacré. Il y a un but sacré, qui est quelque chose qu'on a perdu dans notre culture. Et l'art visionnaire, pour moi, c'est exactement, on n'a pas, c'est pas l'idée de rejeter notre tradition humaniste, OK, qui Mmh. date de classicisme en Grèce, mais aussi pendant la Renaissance, et nous sommes la prolongation de cette tradition humaniste. Donc, pour moi, l'art visionnaire, c'est un mariage entre la tradition humaniste occidentale et la tradition hiératique. Et hiératique ou sacré, c'est exactement égyptien, hindou, bouddhiste et byzantin, donc chrétien mais orthodoxe, oui, où le but d'un tableau, une œuvre d'art, c'est pas vraiment de sortir l'âme humaine et les passions de l'âme humaine, qui est l'humanisme, mais les dieux, oui, et le sacré. Et où l'âme approche Dieu, ça, c'est le mariage un peu entre les deux traditions, oui. Ouais, ouais. Notre âme, c'est un âme perdue, c'est sujet des passions, et ce qu'on voit dans l'art occidental, en fait, c'est le voyage de l'âme à travers les expériences, la tragédie, la comédie, tout ça, oui, qui cause en nous une forme de purgation ou révélation ou transformation, etc. Et finalement, de transformer l'âme dans la direction du sacré, une image sacrée. C'est ça que je pense, l'art visionnaire, c'est vraiment de chercher où cette tradition sacrée, où par exemple la symétrie était tellement important, d'avoir un point fixe dans le tableau pour la méditation, tout ça. Ça, c'est important. Par contre, pour laisser l'œil égaré dans le tableau et chercher un narratif, une histoire, ça c'est aussi important. Ça peut jouer un rôle aussi dans un tableau. Donc je cherche où de mélanger toutes ces traditions-là. Ouais, je comprends, ouais. Pardon. Mm, Mmh. mm, Hem, est-ce que tu il y a une différence dans ton expérience et dans ta compréhension entre l'âme et la conscience? mm. Euh, on va parler bientôt du gnosticisme, je pense, parce que euh, Je veux montrer avant ouais, le bas du tableau parce qu'il est gi ouais, il est immense, hein, quand même. ouais, Il est ouais. très, très grand. Après on parlera de ça. Mais vas-y, Et vas-y. ça, c'est l'arrière-plan, en fait, hein. Il y a Ouais. des figures qui vont arriver au-dessous de cet arrière-plan. Mais bon. Oui, oui, c'est un tableau, immense dans ton Ouais. travail avec, on est où d'ailleurs là? C'est Euh, c'est cette, c'est ce tableau de espace, on est dans le Mundus Imaginalis, dans un royaume, de connaissances, de oui, l'information condensée où toutes les cultures se rencontrent? Parce que là, on voit la Tétractys juste ouais, ici, c'est ça. on voit Ouais, la mère Kaba, on voit la tradition ouais, kabbalistique, ouais, enfin, on voit énormément de choses et c'est où ouais. exactement? En fait, la clé, c'est dans cet ouvrage, Sacred Codes, parce que, comme j'ai dit, j'étais en train de rechercher l'harmonie d'espace, en fait, dans un tableau. Mmh. Et finalement, ça provient de géométrie sacrée. Et tout ce qu'on voit dans cette image-là, c'est une méditation sur comment Dieu, si Dieu, euh, il a ouvert l'œil pour voir et il a vu dans l'espace et en fait, il a créé l'espace avec la vision. Et dans cet espace-là, il y avait bien sûr le cercle, oui, mais aussi les premières formes géométriques comme le triangle et le carré.
et donc, ce qu'on voit là, c'est comment, à gauche, c'est le carré, en fait, à Ici, droite, là? ouais, Ouais, c'est ça, ça, c'est le pilier du carré OK. et l'autre, c'est le pilier du triangle et les 2 viennent du cercle, bien sûr, parce que ça, c'est la géométrie sacrée. Ah oui, Et donc, qu'est-ce que le rapport entre le cercle, le carré et le triangle? Et là, on entre sur le monde, dans tout le monde de Pythagore et Platon et l'harmonie, et cetera, où, en fait, c'est le mélange des 3 formes comme ça qui nous donne les mesures harmoniques, oui, qui, comme j'ai expliqué, le tétractys, la oui, 1 on le division voit 2, le 2 ici, division là, ouais. 3, et Voilà. cetera, oui. On le voit dans ton tableau, la tétractys, là, juste ici Ouais. et en dessous. Un, 2, 3, et ensuite Mmh. 4, 6, 9. La division, là. L'âme du monde, ça, c'est dans le Timée de Oui, Platon, on retrouve exactement. ça. Ouais, l'âme du Donc, monde, là. avec une lecture assez Ah, profonde du ah ouais. Timée, on apprend que il y a une façon de, élargir cette, les proportions, en fait, jusqu'au point que les proportions, heu et tout ça, se fait pour nous les artistes, par exemple, ce tableau-là, c'est un rectangle 1 de 2, oui, Mmh. il y a 2 carrés, oui, et ça, c'est le premier tableau. Je vais faire un autre tableau de, à 3 et un autre 3 à 4, oui, et chaque espace, ils ont leur propre intérieur où on peut jouer avec l'espace, et cetera. Donc, et finalement, oui, ce qu'on voit là, c'est comment Dieu créer l'espace, Ah oui, oui, heu, façon avec mesure, harmonie très et platonicien, hein. temple, oui, Ouais, ouais. tous les cultures où il y a des temples sacrés, il y a tous Alors ces égyptien éléments, aussi, oui, oui, le logos, la oui, Ma'at, oui, l'harmonie du ah, monde, harmonia cosmique, donc exactement, on est oui. dans ça, OK. La résonance du monde avec les proportions et les mesures. Et ça forme l'architecture aussi pour l'architecture, la construction de l'art sacré, hein, qu'on a dans différentes traditions. On revient sur notre conscience et âme. Ah oui, oui. Est-ce que c'est y a-t-il une Je différence ou suis un pas? peu comme ça, ouais, fais Ouais, gaffe, ouais, non, mais t'inquiète pas, moi je oui, garde oui. que le fil d'Ariane, Donc, je le la garde. conception du monde gnostique, il y a l'esprit et l'esprit, c'est notre étincelle divine qui est la source de conscience en nous et donc c'est esprit, c'est pas, heu, psyché ou l'âme. L'âme, c'est un autre niveau, ouais, Mmh. et le corps, c'est le troisième niveau et on trouve la même idée dans l'alchimie beaucoup, qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps, en fait. Et pour moi, comme pour Platon, en fait, l'âme, pas dans la conception chrétienne, mais plutôt dans la conception platonique, c'est la source des passions. Et les passions surgissent de la corps vers la conscience, et entre les deux, il y a l'âme. Et l'âme, c'est le conteneur de tous les passions qu'on expérimenté pendant la vie. Et donc, et l'âme, c'est vraiment entre les 2, on peut dire, oui, Ah ouais. que l'esprit, peut être totalement libéré du corps, mais, l'âme est un peu entre les 2. Et l'âme, il faut trouver les moyens d'expérimenter, le mal et le bien, oui, à travers les passions, et donc, l'âme est importante pour moi parce que ça, c'est le champ où, tout ce qui se passe, dans ce monde-là. Oui, nous sommes cette étincelle divin, mais, heu piégé dans le corps, et l'âme qui l'entoure, c'est la façon de comprendre ou d'expérimenter ce que se passe, oui, dans le corps, dans le monde, physique, et matériel, et cetera. Mmh. Donc, l'âme joue un rôle tellement important dans ce sens-là.
Là, je suis en train de présenter une des pages de ton site internet Ouais. et on est avec l'Apocryphon Chapel. Oui, On est dans le royaume gnostique, ouais, hein, la chapelle ouais, gnostique. Et qu'est-ce que tu nous présentes là? Alors pour les francophones qui ne parlent ouais, pas français, et ouais, je m'excuse, on va essayer de faire quelque chose de correct pour que ça soit clair. Qu'est-ce que mmh, tu nous présentes là? C'est quoi ouais, cette chapelle apocryphon? Hein. ouais. OK. Va un peu plus juste pour le En bas? oui, là, oui. Voilà, ok. Ça, c'est, le diagramme, des pièces, pour cette chapelle et donc une texte clé pour le gnosticisme, c'est l'apocryphe de Jean et sorry, l'apocryphon de Jean, Ouais, c'est ça, l'apocryphon de Jean. oui, Nag Hammadi, hein. oui, c'est ça, c'est le livre secret de Jean, en Ouais, fait. magnifique livre, Et hein. dans la collection Nag Hammadi, qu'il était trouvé 1945 en Égypte, qui nous donne un aperçu dans le monde chrétien des premiers siècles, un aperçu différent, oui, que le christianisme était un peu plus axé vers l'Égypte et Babylonie, etc., qu'on a pensé, en fait. Et dans l'apocryphone de Jean, on a un peu le mythe clé du gnosticisme, la création, le Christ qui arrive et la fin du monde. Et tout est écrit dans une manière magique dans ce texte-là. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est seulement de être le premier de illustrer cet texte-là, oui, avec les tableaux. Et ce qui était derrière moi, c'est le premier des 12 tableaux. Et Ah ce oui, tableau, le titre du tableau est important. The Upper Ions. oui, c'est ça. Hein, Oui. l'aion le suprême aion. On peut le traduire comme ça? Ou les éons supérieurs, Les oui, ayons supérieurs, voilà. oui. Les ayons supérieurs, ouais. Ouais. Et donc, le passage à gauche, avec les 3 pièces, oui, c'est des tableaux qui nous montrent la création, du monde, ou de tout, en fait, selon la philosophie ou le monde gnostique. Et et donc au milieu, ça c'est l'espace pour le baptême et il y a un triptyque Ah oui, ils qui sont là, ouais. c'est le rassemblement de tout en fait, Mmh. et le rôle de Christ et de Sophia dans tout cet mythe. Et les derniers passages, les 3 pièces-là, c'est la fin du monde et incluant dans la fin du monde, c'est le voyage de l'âme, qui parce qu'au début, l'âme entre dans le cosmos et à la fin, après la mort, l'âme oui, partit de ce monde-là et fait l'ascension à travers les sphères, cosmiques jusqu'au point que, dans la dernière pièce ou chambre, c'est cet mystère qui est le mystère de chambre comment on dit en français? The bridal chamber, c'est la chambre de mariage mystique, entre Christ La et chambre nuptiale. nuptial. Oui, c'est ça, Mmh. entre Christ et Sophia. C'est la chambre nuptiale, ouais. Oui, c'est ça, oui et donc je veux, illustrer seulement, tout, oui, À Christ, travers des tableaux, tu vas oui. et ça sera construit, c'est-à-dire? C'est pas juste un plan, c'est vraiment tu as le projet de construire un bâtiment? Oui, C'est quand même fou, hein, avec tous tes tableaux à l'intérieur et tout et ça oui, s'appellera The Gnostic Chapel, c'est oui, ça? c'est ça, Ou ouais. Apocryphon Chapel, comment? Oui, c'est ça. Oui, Oh là là, c'est une chapelle gnostique, mais c'est je dis, Apocryphon Chapel. mmh, OK et donc regardons des OK. croquis, voilà, Oui hein, et de donc on voit les dessins, il y a
à gauche, Sophia, au milieu, oui, plus ça c'est la dame à droite, que ça c'est pour notre tableau, la dame. Ah Non, oui, non, et au milieu, ce qui est ouais. dans la géométrie, par exemple, ça c'est l'anthropos. Ah, Le A. celui-ci-là, ouais, Oui, ouais. ça c'est l'anthropos qui est ni mâle ni femelle, mais un mélange des deux, oui. Et l'anthropos, Adam Kadmon, dans cette tradition-là, de premier homme parfait, oui, et Ouais, c'est ça, ouais. ouais, Ouais. l'idée de l'homme parfait. Mmh. Là, c'est Hmm. le tableau, un autre tableau. Non, ça c'est C'est donc quoi? j'ai pris tous oh, presque les esquisses qu'on voit en haut. Et Ouais, maintenant, dans Photoshop, je fais la composition, oui. OK. Et c'est selon cette composition que je suis en train de faire le grand tableau maintenant, le premier. Ah oui, Et, d'accord, OK. et, et avec Ouh. une lecture de cet livre secret des gens, il y a le Christ, il y a les quatre luminaires autour de Christ. Après, il y a l'anthropos. Autour d'anthropos, il y a les 12 éons qui sont des états d'esprit comme la mémoire, la paix, la perception, la sagesse. Et le dernier en bas, c'est Sophia, même la sagesse. Et donc, c'est vraiment une illustration, on peut dire Mmh. du première partie de le livre secret du Jean. Et Mmh. là, basé sur cette composition, je suis en train de faire ce grand tableau. Et la partie en haut, on voit la même chose que j'ai déjà dessiné, mais maintenant, c'est mis à Oui, plat. il est Oui. là, ouais. Ouais, on Ouais. le voit, ouais, on le voit. Mm. Donc, allez Ah, sur le site internet, hein, il est magnifique, hein. Bon, après, il y a des interviews, enfin, tu as tout recensé à l'intérieur. Ah, donc, c'est un projet immense, immense, immense. Ça m'a fait penser, à ce tableau, hein, la gnose dont tu étais en train de parler, la perle, hein, ouais. qui est aussi un ouvrage gnostique, hein, la perle, hein, la perle. Oui, oui et non, en fait. Alors vas-y, je t'écoute. Oui, c'est autobiographique et je pense pour des artistes occidentaux, Jokabis de Voragini, il a écrit les livres des saints, c'est ça qu'on dit en français? Ah oui, Voragine, oui, Voragine, au Voragine, Moyen ouais. Âge, Je 12e, 13e oui, siècle. c'est Oui, très, les légendes dorées, les oui, c'est légendes ça, dorées. les Oui, légendes oui, dorées, oui, c'est c'est ça, ça. ouais, les légendes Et dorées de donc, Voragine. dans les légendes dorées, il y a chaque jour pour chaque saint et ou sainte. Et j'ai pris en fait l'histoire de Sainte Marguerite. Et Sainte Marguerite, Marguerite, c'est la perle en fait. Et donc, c'était vraiment mon... c'était l'amplification des expériences personnelles que j'ai vécues avec elle à travers cette mythe de Sainte Marguerite. Et Sainte Marguerite, c'est qu'on voit en fait dans Ici, ce là, hein, ouais, tableau, oui, c'est ça, les elle est statues là, un ouais. peu moyenâgeux. C'est elle qui était dévorée par un dragon et elle a utilisé le croix pour se libérer de cet dragon, oui. Et c'était euh, le démon qui trompait Sainte Marguerite Ah, il l'a tenté, et ouais. elle a abattu le démon avec, etc. Donc, c'est un peu son voyage dans le monde. Souterrain dans le monde, dans les enfers, et que j'ai décidé d'illustrer d'une manière aztèque qui est assez On le bizarre. voit, oui, je Oui, trouve c'est ça ça. magnifique, hein, les dieux aztèques en dessous, avec, Oui, un Lucifer qu'on oui, tout reconnaît un ça. peu là, ouais, ouais. Mais l'idée, c'est elle est la perle qui reste quand même pas touchée par tout le mal qui existe dans ce monde souterrain. Oui, et ça, c'est Donc beaucoup. rien à voir avec le texte gnostique, la perle. Finalement, il y a un rapport, mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Oui, Ah, c'était vraiment.
Pour moi, l'important, c'était la perle, c'était son nom, Marguerite, que Marguerite, c'est la perle, oui, c'est, Je comprends, ouais, je comprends. Mais ouais. on peut avoir plusieurs lectures à plusieurs niveaux, donc Ah je oui, pense bien que sûr, oui, oui. en tout cas, très, très, très joli tableau. L'ombre et la Mais lumière, hein, oui, c'est c'est très ça. net là, hein, l'ombre et la lumière. Mais finalement, l'idée, c'est gnostique. C'est vrai qu'il y a les ténèbres et il y a ce étincelle ou perle qui entre dans les ténèbres et qu'on veut libérer de tout ça si on peut. Ouais, ouais. Là, c'est les enfers, mais j'ai vu un autre tableau qui s'appelle Xibalba et ça, c'est les enfers, quand même, aztèques. Tu es Ouais, aussi, très, branché, peuple mésoaméricain, ah oui, aztèques, oui, mayas et tout. oui. D'où ça vient cette passion? Je vais chercher le tableau pendant ce temps-là. Ouais. D'où Ouais, ça vient? c'est pas une blague quand j'ai dit que le voyage de l'âme, chaque culture quelque chose à nous dire sur le voyage de l'âme. Et je pense on ne peut pas ignorer des traditions, même des traditions un peu brutales comme l'Aztèque et Maya. Et donc, je suis voyagé en Amérique centrale, à Mexique, Guatemala, etc., pour voir les temples, vraiment pour entrer dans les temples et leur iconographie, leur mythe, tout ça. Mais aussi, j'ai utilisé pour le démon, j'ai utilisé une iconographie hindoue avec les quatre mains, iconographie même occulte avec le démon qui se présente en forme de dieu euh, cornu, comment on dit, Oui, dieu cornu, c'est ça, ouais. et Ouais, le les dieu dieux avec 2 cornu. cornes, ouais, bicornus, ouais. Oui, donc c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de mélanger les cultures, mais pour la plupart, c'est vraiment aztèque, les images qu'on voit là. Mmh. Et j'ai voulu mentionner aussi, c'est le rôle des rêves, parce que j'ai peint tout ça dans un gris, un monde gris, totalement dépourvu des couleurs. Et à la fin, j'ai eu un rêve où j'étais dans un espace avec une lumière qui était ultraviolet et il me marquait tellement parce que c'était un espace magnétique avec des forces qui me tiraient, etc. Et après cette rêve, j'ai décidé, OK, il faut que j'essaie de mettre en lumière ce monde où la lumière, c'est ultraviolet. Et c'est ça que finalement, mon souterrain, c'est dans cette lumière qu'on voit là où, oui, c'est assez bizarre, mais j'aime bien. The Place of Fear, hein, Oui, c'est ça. Oui. Xibalba, ça Xibalba, c'est un mot maya qui dit, oui, l'endroit de la peur. ouais, ouais. Faut-il traverser les enfers pour renaître? Faut-il obligatoirement regarder, son propre enfer intérieur avec tous ses propres démons pour renaître à nouveau? Le Christ descend et il ressort Oui, renouveau. exactement. Il emmène avec lui, comme tu as montré Oui, dans son tableau, plein oui. de divinités. Heu, est-ce que c'est ça le chemin initiatique? Est-ce que l'art visionnaire nous invite à faire ça? Ah, si on peut l'éviter, c'est mieux, mais Heu, c'est vrai que ce tableau-là, c'était le moment que notre rapport a brisé et moi, j'étais isolé dans une maison à Malte, à cette époque-là et je suis devenu assez fou. Ouais, c'était vraiment une époque dans ma vie où j'étais totalement cassé, j'ai eu des visions, mais des visions maléfiques et vraiment dérangeants et donc c'est pour ça, en fait, que j'ai utilisé l'imagerie aztèque parce que les images que j'ai expérimentées à cette époque-là dans mes visions des ténèbres, c'était aztèque, mais aztèque dans le sens que, il y avait un carré autour de chaque image et chaque image
il y a une distorsion où les courbes vers le cadre carré. Oui, c'est qu'on voit dans l'art aztèque. Et donc, c'est ça que j'ai cherché, en fait. C'est la façon dont les images prend forme dans un espace carré, etc., mais avec des courbes. C'est des choses qui m'intéressaient parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans cet état-là et j'ai voulu sortir cette style, cette façon de voir des images. Mais pour compléter ce que tu as dit, dans les voyages chamaniques avec des plantes, j'ai eu une expérience avec l'ayahuasca où j'étais vraiment, le premier 3 ou 4 heures, c'était vraiment dans un monde où j'étais totalement perdu par des visions et j'ai essayé de me sortir de cet espace-là, mais sans succès. Et finalement, après 3 heures, j'ai construit cette pyramide que Ah oui. j'ai expliqué en fait. Et c'était grâce à cette pyramide que je suis sorti de ce monde des ténèbres et graduellement vers les autres espaces dans les visions. Et à la fin de pour le prochain 2, 3 heures, c'était le contraire de tout ce qui se passait avant. Oui, c'était des des mondes où les vibrations, les couleurs, c'était quelque chose qu'on peut, les énergies du corps, etc. J'ai joué dans une façon ludique avec tout ça et c'était vraiment une façon de me libérer de tous les peurs que j'ai eues en moi-même pendant la première phase de cet voyage. Et finalement, au bout de 7 heures, j'étais dans un état de rire des éclats. C'était vraiment... et avec chaque rire, je me libérais de mon ego complètement. Oui, donc, jusqu'au point que j'ai vu moi-même dans mon espace là et j'étais totalement libéré de mon corps, etc. C'est un peu bizarre, mais c'est possible. J'ai pas des explications. Je dis pas que peut-être c'est une hallucination, hein. Mais c'était une expérience que j'ai eue avec des plantes qui m'enseignent à travers des images, des visions. Et ça, c'est une chose importante à dire. Il y a une raison pour cette structure de aller dans les ténèbres et après de essayer de sortir vers la lumière. Ah, c'est mythique, c'est classique dans tous les mythes. Pour traverser les royaumes de la peur, du mort d'ego, tout ça, le mort de notre corps, forme physique, tout ça, et de monter. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est l'âme, hein. On peut dans la tradition bouddhique, on peut sortir de notre corps, des 5 éléments du corps, mais après, on est dans le monde des visions de l'âme et tous les mémoires, toutes les expériences, toutes les traces de notre vie. On est un peu dans ce monde-là, jusqu'à on peut monter encore, encore, encore vers Dieu et les esprits et tout ça. Oui, donc, c'est pas vraiment réussi. Je pense que c'était une vision assez impossible et c'est un tableau raté, en fait, hein. Donc, j'ai pas réussi de euh, représenter ce que j'ai vu ou le sentiment de ce que j'ai vécu. Mais finalement, c'était le visage de Bouddha qui me regardait en face, mais c'était vraiment doré et les seules ombres, c'était rosé. Et il me demandait, c'est moi, en français. Il me demandait en français, c'est moi, le Bouddha?
Et j'ai cherché une réponse de cette question et finalement, je me mis de rire, comme ça et ça, c'était la réponse. Oui, c'était, il n'y a pas de réponse, logique ou quoi, mais ce que j'ai voulu dire, c'est le Bouddha, c'est pas quelqu'un à l'extérieur de nous. Oui, le Bouddha, c'est pas lui. Le moment que le Bouddha, lui, il n'existe plus. C'est le Bouddha, c'est quelque chose en nous que il faut reconnaître en nous, et c'est là que le Bouddha existe et le Christ, etc. Et donc toutes les visions que l'on a, ça vient de nous. Les peurs, les craintes, les jalousies, ça se transforme en démons. Tu montrais Shibalba qu'il fallait sortir de ses enfers. Ensuite, tu vas renaître, tu vois des royaumes de lumière avec plein de formes. Est-ce que c'est tout nous? On est dans le mundus imaginalis, dans le monde imaginal décrit Oui, par Henri Corbin. On oui, c'est que nous et on ne voit que oui, nous, de oui, la part la plus sombre à la part la plus lumineuse, oui. c'est ça? Non, je pense l'idée, c'est nous sommes un étincelle divin, Divine, une divine. étincelle Nous divine. sommes une étincelle divine. Cette conscience qui est conscient de lui-même, ça, oui, seulement ça, autoconscience. Et après, tout ce qui entoure ça, c'est l'expérience et c'est l'âme, etc. Et donc, l'âme et l'expérience, c'est un peu comme une sphère où il y a interprétation, on a des choix de ce qu'on va faire avec notre vie et ce qu'on a besoin d'expérimenter pour se souvenir ou de débarrasser de l'ignorance, en fait. Pour se débarrasser de l'ignorance, on a besoin de ces expériences là, là, là et là, oui. Et, hem et donc, c'est pour ça, je pense que ça prend cette forme-là. Oui, et est-ce que c'est ancestral? Aussi, on est né avec, ce mère-là et ce père-là et qui joue ce rôle-là dans notre vie. Tout ça, il faut, passer à travers dans le sens d'être unique pour toi-même, oui, pour réaliser, qui tu es finalement et ce que tu as besoin de se libérer, dans cette vie. Se découvrir soi-même, donc est-ce que c'est ça le but? On a Ouais, oublié quelque chose, on a oublié notre origine et on doit se ressouvenir, c'est ça? ouais, c'est ça, C'est et on a ça? besoin des images, des visions, des rêves, des rencontres, et cetera pour ce processus, Mmh. ouais. Alors je présente une image du visage de Kali, qui n'est pas n'importe qui en Inde, hein. Kali, elle est ambivalente, c'est tant la mort que la renaissance, parce qu'elle permet de détruire l'ego. Ouais, Et là, alors, pourquoi as-tu voulu montrer Kali, le visage de Kali? Et ensuite tu ouais. dis: «No dust hidden». Ouais. J'ai dit quoi? Mmh. Tu dis derrière, il y a le titre du tableau, Ouais, «Face of Kali», ouais, ensuite il y a «No dust hide» et après tu notes quelque chose. Donc, no ouais. le visage cache quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, donc, heu, ce que j'ai compris, c'est en OK. fait les femmes dans ma vie, avec lesquelles j'ai passé, une partie de ma vie, qui me montraient que, la si on cherche une archétype pour le féminin, à cette époque-là, Kali me montrait que, la femme peut être, plein de compassion, mais plein de cruauté en même temps, et Kali, elle est un peu comme ça. Mmh mh. Kali, elle tue, mais elle renaître en même temps. Et donc il y a un côté qui, donne la naissance, mais un autre côté qui prend la vie, et donc j'ai mis, 2, vierges, en fait, derrière, qui provient de traditions chrétiennes, et la première vierge, à gauche, oui, c'est ça, c'est la Vierge et enfant, donc l'enfant Christ, dans les bras de sa mère. C'est la joie totale d'enfant,
protégé, bercé par sa mère, oui. Et l'autre côté, c'est le Christ déposé du croix et c'est la Madonna Dolorosa, la Madonna de douleur qui a des larmes et qui pleure pour le mort de son enfant. Et donc, l'idée, c'est le visage de joie et le visage de douleur. Dans chaque œil de Kali, des yeux fermés en fait, mais Kali, elle voit la naissance, la mort de même façon. Pour elle, tout est pareil en fait, parce que c'est le cycle, oui, c'est le Mmh. cycle de euh, renaissance. Et donc, j'ai voulu montrer un peu ce sentiment que tous les joies, tous les douleurs sont pareils en fait dans les yeux d'une déesse comme Kali. Oui. Et donc le troisième œil là, c'est quoi ça? C'est intéressant! Ouais. Tu veux pas nous en parler? Ouais. Qui, oui, oui, donc c'est ça, c'est le troisième œil de Kali, mais derrière, il y a le royaume, oui, on peut dire. Le royaume, hein, on le garde, Ouais. le royaume. En fait, c'est Heu, basé sur Mdina à Malte. À Malte, il y a une ville murée sur une colline. Et ça, donc la référence, en fait, c'est Mdina qui était le vieux capital de Malte, en fait. Et il y a des autres références cachées maltais dans ce tableau. Les d'accord. rochers en bas sont des Ah, déesses maltaises, en fait, mais on peut ici pas. là, Oui, c'est on ça. voit des visages là, hein, l Ouais, c'est ça. Et même ouais. en bas, il y a la déesse qui dort. C'est la On déesse dormante. Ah oui! Ah, elle est là! On voit Ouais. la tête ici, le bras, les Ouais. jambes. Ah oui! Donc, c'est des références cachées maltais dans le tableau, mais D'accord. un un peu ésotérique. Ouais. OK, OK et et celle-là, là, qui est juste là? Oui, et ça, c'est calé en pleine forme, like, la pleine figure. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est avec les bras, les quatre bras qui tiennent les symboles de mort et renaissance et de l'illumination à l'intérieur, etc. Mhm. Mmh. Beaucoup à dire sur ce tableau. Puisqu'on parlait de femmes, la femme est importante dans la gnose, non? Ah oui, dans l'art aussi. Dans l'art aussi. Ouais. Dis-moi, pour Ouais. qu'est-ce que tu as pu retrouver dans la gnose chrétienne qui t'appelle autant et qui répondent autant à tes besoins? Pourquoi la gnose chrétienne? Oui, non, non, ça c'est important parce que moi qui viens de la culture catholique chrétienne d'Europe, euh, les déesses, les figures féminines qu'on a dans le christianisme catholique ou orthodoxe, c'est la Vierge. Et je pense qu'elle est importante comme déesse, mais et il y a beaucoup de... À Malte, par exemple, il y a la Vierge de la colline, la Vierge de la grotte, la Vierge... oui, il y a beaucoup de vierges, en fait, pas un seul. Mais quand Mmh. même, une déesse comme Kali, qui vient de la tradition hindoue, elle montre notre côté de la féminité et de l'âme, en fait, qui manque un peu dans notre culture. Mmh. Et dans le gnosticisme, il y avait Sophia. Ça, c'est délicat, ouais, parce que on aime l'idée que Sophie est un symbole positif de la femme, mais c'est elle qui est responsable pour tout le mal dans le monde. Mmh, la Donc, chute, c'est on- tout, hein, bien oui, sûr. oui. Et le matérialisme, etc. Donc, mais elle est la sagesse. Donc, ça, c'est le côté positif de Sophie dans la tradition gnostique. Donc, cette qualité de bipolaire ou deux sens, oui, comme Kali, elle a deux sens un peu paradoxal, mais ça marche comme ça.
C'est aussi dans Sophia, dans la tradition gnostique aussi, je trouve. Mmh. Et ce texte magnifique que j'ai pas la traduction en français, mais The Thunder Perfect Mind. Ah oui, l'esprit du tonnerre. Oui, 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 Oui. c'est Nag Donc, Hammadi ça aussi, ouais, ouais. je suis la Ouais, première et la dernière. Et ouais. tous ces expressions paradoxales de ce que une femme ou que ce que je suis. Ouais. Oui, Alors c'est pour ceux vraiment qui connaissent pas vraiment les traditions, le mm, premier et le dernier sont exprimés dans l'Apocalypse aussi de l'Apocalypse, texte canonique, mais dans les textes gnostiques par alpha qui est là et ouais, oméga. C'est ouais, la première lettre en grec et la ouais, dernière lettre en grec. Donc c'est ouais, le premier et le dernier. C'est ouais, le commencement et la fin, la vie, ouais, la c'est mort, enfin ça. tout ce que vous voulez, hein. Ouais, Voilà, c'est je fais juste la traduction pour ceux qui n'avaient ouais. et pourquoi il y a la roue du dharma derrière? Brisée. Pourquoi? Et elle est enceinte. Qu'est-ce que J'ai ça veut aucune dire? idée parce que c'était encore un rêve. OK. À Vienne pendant l'année où j'ai fait mes études à Vienne. Et je suis réveillé avec un tableau, un diptyque devant mes yeux et le Christ sur une roue avec l'alpha oméga et la Vierge devant une roue brisée. Et tout ce que ça se passe pendant cette période-là, c'est j'ai cherché pourquoi une roue et pourquoi l'alpha et oméga. Et finalement, je suis arrivé à l'idée que oui, ils sont des mesures de temps différents, c'est-à-dire le temps linéaire, c'est l'alpha oméga. Mais le temps cyclique, comme qu'on voit en Inde, c'est la renaissance, oui, d'être rené après chaque mort. Donc, pour le voyage de l'âme à travers le temps, ça m'a posé la question, est-ce qu'il y a une seule voyage avec un début et une fin, un alpha, oméga, et notre âme il traverse le temps comme une ligne et après, c'est fini pour toujours. Hmm. Ou est-ce que le temps, comme cette roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, oui. Et je pense pour certaines traditions, les deux images, le ligne et le cercle, sont des mesures qu'on a besoin de briser, en fait. Mmh. Et l'éternité, c'est ni cyclique ni linéaire. Oui, l'éternité, c'est vraiment quelque chose qui pas de mesure, en fait. Oui. Et c'est les mesures qui sont une illusion, en Mmh. fait. Donc Ouais. on est dans un royaume d'hallucinations, d'illusions, la seule chose qui est, c'est la conscience qui est auto-existante. Les agnostiques l'en parlent aussi. Heu, bon, est-ce que tu as des réponses pour ceux qui sont en train de te regarder? Qui nous sommes réellement? Bon, je peux dire vers cette question-là que j'ai eu des moments mystiques pendant ma vie où les mesures de temps étaient soulevées et j'étais dans un moment sans mesure. Et d'expérimenter ça une fois dans la vie, ça suffit, je pense, pour être convaincu que le temps, c'est une illusion. Et même que la matérialité, notre monde matériel, c'est une illusion. Parce que c'est un peu la même chose. Oui, le temps et le monde matériel, nous sommes attrapés dans ce monde-là, dans le temps linéaire ou dans le temps qui continue comme une horloge. Mais le moment que on a vu derrière le voile, il a perdu la solidité, ouais, la vérité qu'on a toujours pensé avant. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport, avec, le cheminement de l'alchimie, le cheminement de la gnose, Ouais, l'hermétisme aussi, ouais, l'art visionnaire? Tout le monde ouais. exprime la même chose donc d'après ce que je comprends.
ouais. selon ses propres moyens, tout le monde dit la même chose, exprime les mêmes vérités. On Mmh. peut avoir différentes méthodes pour l'obtenir, donc les rêves, Mmh. antéogènes, Ouais, méditation. ouais, Donc il y a une vérité. Enfin, on pourrait l'appeler la vérité comme Platon l'appelait aletheia. Enfin, les Grecs l'appelaient comme ça. ouais, Et c'est très subtil dans la langue grecque aletheia parce que ça veut dire ouais, non-oubli aussi. ouais, c'est Heu, ça. un Ouais, non-oubli. effectivement. Heu Ouais. et est-ce que c'est ça, dont on doit, faire l'expérience? Se remémorer l'immortalité, l'éternité et on l'a oublié et on a chuté dans Mmh. notre sur la matière dans la matière. Est-ce que Ouais, c'est ça le exactement. résultat? On doit comprendre ça et Ouais on demande de revenir. c'est pour ça que, par exemple, l'alchimie, c'est seulement les dernières 7 ans, je pense que j'ai consacré beaucoup de temps pour la lecture et regardant les images de l'alchimie parce que, je pense la clé pour moi, c'était en fait, les méditations sur l'image, sur le point fixe et grâce au bouddhisme, j'ai appris que, ils sont des modèles, en fait, des modèles cosmiques, des modèles de l'âme, des modèles de notre place dans le cosmos et on essaie de ramasser tout ça dans une image fixe, oui, avec un quadrate ou triangle, ou donc les 4 parties, les 3 parties, les 2 parties, tout ce qui se liait vers l'unité, oui, au milieu. Et de chercher l'unité dans nos pensées, dans nos méditations, pas comme une idée, mais comme une expérience. C'est ça que tous ces images alchimiques, et cetera, même les processus d'alchimie qui est un peu un rituel, oui, c'est vers le même but, c'est la vérité cachée des choses. La vérité cachée des choses, c'est tout est un. Et c'est bien écrit des fois dans les images alchimiques, oui, c'est comme tout est un, oui. Ouais, ouais, N-Topaz, ouais. Et donc, ça, c'est un peu il est toujours là dans les images alchimiques, mais est-ce qu'on a le regard? Est-ce qu'on a l'état d'esprit? Est-ce qu'on a le moyen de comprendre, et d'avoir l'expérience qui est derrière, l'image? Mmh. J'ai pris cette, illustration de ton tableau, parce que le labyrinthe, c'est un peu le chemin de vie pour retrouver, l'origine. On est comme là, moi je vois le mythe de Thésée quand même, Ouais, aussi, qui est imprégné dedans. On ouais, dirait qu'il y a le Minotaure ici et Thésée qui doit rechercher le fil d'Ariane. Mais c'est un autre mythe, là. On est dans le mythe, du vol d'Europe. Enfin, c'est très ouais, très vieux mythe, hein, ouais, un très très vieux mythe. ouais, Pourquoi ce mythe, du vol d'Europe, hein? Qu'est-ce qui se ouais. passe? Ouais, malheureusement, j'étais invité pour faire un tableau sur le thème d'Europe pour une expo à Munich et j'ai passé beaucoup de temps à penser: «Ah, un tableau sur l'Europe, qu'est-ce que je peux faire?» Ouais. Et finalement, moi qui m'intéresse pour les mythes, j'ai fait une lecture approfondie sur le mythe d'Europe, qui est mon le mythe, c'est, Zeus apparaît comme un taureau, il a violé, cette, pauvre, nymphe, Europe, et elle a traversé sur le dos de cet, taureau, c'était, j'ai oublié le nom de cette, mère, mais jusque La mer, c'est la mer ah, Égée, non? oui, c'est ça, Alger, oui, La c'est mer Égée, ça. c'est en Grèce, oui. Ouais, Il a tra elle jusque, a Knossos et Crète, oui, Voilà, jusque les 2. Knossos, ouais, voilà. Ouais, C'est le labyrinthe de Knossos, là, qu'on est en train de voir, là. oui, donc Ouais, ouais. finalement, j'ai fait beaucoup de recherches sur le Minoan et Mycénée, toutes ces cultures de Crète Mmh et mh. mais c'est fascinant parce qu'on a que des images, pas des textes qu'on a déchiffrés. Mmh. Donc
Et avec une lecture des images, on peut trouver qu'il y a un autre mythe sous-jacent, ou pourquoi Zeus, il a violé cette femme, cette nymphe, ouais, qui était probablement une déesse en fait, parce que Mmh, il était plein des statues qu'on voit en haut, des statues de déesses, ouais. et là, ouais. Et donc, c'est une question de qui a vraiment le pouvoir, qui est vraiment... Et aussi, le taureau jouait un rôle dans tous les imageries de Crète. Et donc, mais c'était plutôt le taureau, c'était le sacrifice sacré, oui. Et donc, oui, il y a beaucoup des idées que je jouais avec dans ce tableau, mais j'ai voulu mentionner aussi que, oui, le labyrinthe, ça me fascine parce que il y a en fait cette labyrinthe qu'on voit dans ce tableau. Si on fait les tours des labyrinthes comme ça, Mmh. il y a sept parties de tournant dans cette labyrinthe, sept fois que, OK. alors, il faut égarer, oui, sept Mmh. fois jusqu'au centre. Et on sait qu'il y avait sept planètes visibles dans les cieux. Et donc, je pense que c'est vraiment un symbole de cet voyage de l'âme à travers les cieux, les sept cieux, oui, pour Mmh. monter à travers cet monde qu'on a dedans, oui, avec les sept. Bah, il y a euh, Thésée il y a Thésée et les 7 enfants. Aussi, oui, Ils sont au il y a nombre de beaucoup 7. de... Oui, c'est Hein. ça, Mais ils ouais. vont où? Alors, ils vont à Crète, à Knossos, ils vont rencontrer le Minotaure. Le taureau, le 7, donc bon et Mais mmh, la dernière chose que j'ai voulu mentionner, parce que ça vas-y. m'a fasciné, en fait, c'est ah, ce voyage avec l'ayahuasca que j'ai mentionné. C'était une trip vraiment de 7 heures approfondie, oui. Il a commencé où j'ai volé au-dessus des labyrinthes. Mmh. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué à l'esprit que le premier, j'ai bu l'ayahuasca. La lumière, c'était sûrement une bougie, mais il est devenu trop, trop brillant. Et finalement, le moment que le bougie était extingué, j'étais, boum, dans les visions. Et je volais au-dessus des labyrinthes comme ça, des labyrinthes jusqu'à l'horizon. Et ça m'a marqué vraiment comme une expérience que je pense l'entrée dans En fait, le monde des visions, c'est comme un monde de euh, après la vie. Ouais, et nous sommes en train de expérimenter ce que se passe à l'âme ou la conscience après le mort. Et la Mmh. première chose qu'on peut voir, c'est le labyrinthe, parce que c'est... C'est-à-dire que c'est un peu comme le bardo toddle, c'est ce que tu es en train de Oui, dire. C'est-à-dire que dans le monde des visions, dans le mundus imaginalis, on expérimente la mort avant la mort oui, et exactement. c'est Oui, ça. Donc oui, c'est une renaissance, est-ce que la mort que certaines personnes disent qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a après la mort parce que personne n'y est revenu. Mais oui, si le mundus imaginalis est une porte de la mort pour voir ce mhm, qu'il y a de l'autre côté et oui, c'est un chemin initiatique, est-ce qu'on retire des informations qui proviennent réellement de ce qu'il y a après la mort? Donc on peut dire oui, ce qu'il y a après la mort. Tu vois oui, ce que je veux dire? oui. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est dans ce monde-là, il y a des hallucinations. Il y a des choses qui sont pas, comment dire, on a parlé de vérité dans le sens platonique où c'est un vrai souvenir d'où on vient, oui. Mais c'est possible que nous sommes dans un monde où il y a des faux mémoires, des hallucinations. Tu vois, c'est des faux souvenirs. Mmh. Oui. Et Mmh. ou je ne sais pas, des images qui sont là pour nous, nous mener dans les faux pistes, etc. Oui, et donc, c'est pas comme, oui, je suis là et je peux naviguer sans problème ce monde-là. C'est pas du tout comme ça. C'est Mmh. vraiment un monde où on ne peut pas distinguer, oui, le bien et le mal, le vrai et le faux, etc. Tout ça, c'est
oui, Mmh. et la façon de ton et comment le ton marche. Si le ton n'est pas linéaire, donc qu'est-ce qu'il y a le souvenir? Qu'est-ce qu'il y a une vision du futur s'il n'y a pas de ton linéaire? Oui, tout ça, Mmh. c'est confus en fait. Mmh. Bon, Là, je mmh, présente un autre tableau. On reste ouais, dans le monde grec, hein. ouais, C'est un tableau orphique, ouais, c'est orphique. ça, ouais. Donc, là, ce qu'il y a je vais juste montrer, hop là, hein, terre, air, eau, feu, hein, et puis là, il y a, les intermédiaires, donc la le chaud, le froid, l'humide. On dirait un tableau alchimique, ou, empédocle même, hein, Ouais, pythagoricien, et ouais, au centre, Unum, hein. ouais, Le ouais, 1, voilà, je voulais juste, montrer ça pour que ça soit un peu ouais, plus clair. Mais ouais. qu'est-ce que c'est que ce tableau? Orphique. Ouais. Bon, j'ai mentionné que j'ai besoin d'un point fixe, plutôt au centre du tableau. Ça, c'est exactement au centre du tableau. Mmh. Donc, cette mandala alchimique où on voit les 4 éléments et les 4, comment on dit, Oui, les 4 natures. Mmh. Les 4 nature, éléments, les 4 natures, oui, c'est ça. oui, unifiés par l'unité au centre. Mmh. Après, oui, C'est j'ai c'est comme j'ai commencé, c'était une expo à l'extérieur de Paris, et le thème pour cette expo, c'était le parfum des femmes. Parce que c'était un parfumeur qui, soutenait l'exposition et j'ai commencé à partir l'idée, le parfum des femmes, c'est quoi le parfum des femmes? Et finalement, le parfum, c'était les souvenirs. Donc j'ai pris des souvenirs de f 3 femmes différents. On a vu une tableau, La Perle, ça c'est le deuxième tableau, qui s'appelle, l'Annonciation orphique, et le point de départ dans le tableau, c'était un souvenir de quelqu'un, une femme viennoise. Et c'est elle donc dans le portrait. Mais j'ai décidé euh, de faire un tableau allégorique où elle joue le rôle d'Adrastea, qui est la nécessité dans le monde orphique. Et dans le monde orphique, la création orphique, il y a cet serpent à 3 têtes qu'on voit là, qui est le temps, en fait. Et c'est elle, nécessité, qui a généré les 4 éléments, et le monde, etc. Mais tout au début, et on voit en bas, c'était Phanès, la lumière, qui s'allume lui-même au début des temps, et il a donné un sceptre à sa... Dans certaines traditions, c'est sa fille qui est l'ombre, et donc, on voit, elle, l'ombre devant la lumière, et il donne sa sceptre comme, parce que elle, c'est la nuit, c'est les rêves, c'est possible que la nuit, les rêves, c'est elle qui ait généré tout, même la lumière, oui. Mais ou c'est lui, la lumière, qui était premier, c'est pas clair parce qu'on a que des fragments orphiques Mmh. et des fragments qui on n'est pas sûr les dates des fragments et si des fragments étaient vraiment un reflet des philosophies néoplaticiens, etc. Donc, c'est à partir de tous ces fragments orphiques que j'ai construit ce tableau qui est vraiment un portrait, en fait, de cette fille viennoise qu'on voit dans le tableau. Mmh. Mm. Là, on est avec l'œuf orphique alors là. Ça, c'est l'œuf orphique et là, Ouais, c'est Eros-Phanès, ouais, hein, c'est ça. et Ouais. il jaillit de l'œuf et c'est le premier-né, le protogonos. Oui, le Heu, protagoniste, exactement. voilà, le Né, ouais, protogonos, le premier-né, qui est ouais, sorti du ouais, chaos initial, ouais, dans ouais. le mythe orphique, ouais. Et il y a beaucoup des descriptions, des iconographies. Il y a 2 têtes de taureau qui sortent, 2 ailes, 4 ailes en fait, deux. Et des choses comme ça, comme ma fascine
mettre dans les tableaux pour voir cette mythe de manière visuelle, oui, Mmh. effectivement, dans la lecture. On voit beaucoup de symboles dans tout ce que tu présentes. On voit dans les visions qu'il y a beaucoup de symboles qui se présentent. Dans les rêves également. Quelle est la fonction du symbole pour toi? Ouais. J'ai dit à quelqu'un que je suis je suis un symboliste, mais un symboliste qui est trop, trop tard. Le symbolisme, ça fait déjà 100 ans, mais bon, hem, oui, comme j'ai dit, si on peut faire une méditation sur un tableau, il y a 2 façons, en fait, de faire une méditation. Parce que il y a des côtés visuels où, pour moi, je peux voir ce qui était plat dans un tableau comme une vision trois-dimensionnelle, sans limite, et cetera, entrer dans ce monde visuel. Mais l'autre côté, l'autre manière de faire une méditation, c'est plutôt intellectuel ou dans les idées. Et c'est exactement ce que Platon dit, que on voit la forme physique de quelque chose, mais il y a cette idée derrière parce que ce monde-là, c'est le monde de devenir, becoming, oui. Mmh. Et, et le monde derrière, c'est le monde des idées. Et le monde des idées, c'est totalement fixe, ça change pas, etc. Et j'ai le sentiment des fois de voir l'idée, pas, donc un symbole, c'est symbolique de quelque chose, oui. Et ce qui est derrière le symbole, et symboler, c'est de nous jeter, lancer dans un autre monde, oui. Et on a lancé dans ce monde des archétypes, des idées éternelles, pas des idées, pas des images, hein, qui sont concrètes devant nous. Mm. Mmh. Là, je présente un autre tableau très symbolique encore, avec une toile Shipibo quand même, hein, il y Ouais. a, Pour moi, c'est pas symbolique ce tableau, mais bon. ah bon? Bah, alors ça peut ça c'est concret alors, c'est quoi? Ouais. Raconte-nous. Ouais. Non, mais c'est le tableau exactement que tu as vu, écran, comment dire? Musée, Bonly, Oui, oui, au musée du Quai Branly actuellement, qui est oui, oui, exposé, c'est ça. ouais, ouais, dans l'art Et chamanique, mmh. heu, encore une fois, c'était, pour une expo, et l'expo, le titre, c'était «La mort transfigurée». Et donc, moi et des autres artistes, il faut produire un tableau sur le thème de la mort transfigurée. Et c'est exactement à cette époque-là que j'ai eu mon première expérience avec l'ayahuasca, où j'ai vu les motifs qu'on voit à l'extérieur de ce tableau-là. Et c'est pas moi qui ai créé, en fait, les motifs-là. J'ai trouvé une source qui était, les textiles Shipibo, Kunibo. Et mais parce que de sortir, ces motifs, c'était vraiment difficile parce que c'est exact ce que j'ai vu, c'est exactement ça. Il y avait 2 niveaux, des motifs, qui fait un arrière-plan, et des autres motifs au-dessous, oui, qui géométriques comme ça. Et c'est vraiment des formes, géométriques qui sont entrelacées comme ça. Mais de manière, presque électronique ou mécanique, comme on voit notre propre cerveau et le réseau des neurones. C'est difficile, mais c'était vraiment ça. Donc, ça m'a intéressé de reproduire ce que j'ai vu sur l'expérience de l'ayahuasca dans l'arrière-plan de ce tableau. Et j'ai voulu montrer que, en fait, j'ai eu le sentiment d'être moi-même, qui ai vu à travers, mon propre corps,
mort, qui est le visage, violet là, oui, vers, un autre monde où j'ai eu les yeux ouverts, et moi j'étais une partie de cet autre monde, doré et cetera, où, j'ai vu comme le tissu de l'âme en fait, hein. C'est le tissu qui, s'unissent, tous les êtres vivants, dans la nature Mmh. c'était vraiment une expérience de ça. C'est difficile de mettre tout ça dans un tableau, mais ça, c'est de l'expérience que j'ai vécue, que j'ai voulu au moins reproduire, dans un tableau, oui. Est-ce qu'il y a la connaissance, knowledge, tu vois, gnosis, qui est présente dans l'univers à travers une toile, par exemple, comme la toile Shipibo, c'est une forme, de Mmh, l'information et celui qui arrive à tirer cette information et mmh, la présente sur terre s'appelle un inspiré, un illuminé, un artiste visionnaire et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est là, mais il faut s'y brancher. ouais, Connected. Est-ce que on peut ouais, dire de cette façon-là? ouais et ce que me fascine, c'est, ce que j'ai appris en fait, Ouais. c'est les plantes qu'on dit les plantes sacrées, comme l'ayahuasca, c'est des plantes chamanes du monde végétal, oui. C'est-à-dire les plantes qui sont capables de communiquer avec nous, oui, parce que pour tous les plantes, nous sommes des êtres dans un autre monde qu'ils ne voient pas en fait, hein. Mmh. C'est, mais l'ayahuasca ou les champignons hallucinogéniques et cetera, ils ont la façon de, toucher notre, dans le monde chimique, on peut expliquer comment ça marche en fait, mais le fait reste que, il peut communiquer avec nous à travers les visions et c'est des plantes chamanes, pas chamaniques, des plantes chamanes qui font ça, oui, ils ont la facilité de communiquer avec nous Mmh. et de nous donner l'information, de donner un aperçu sur leur monde, en Donc, fait. c'est là, il faut juste se connecter, se brancher, c'est ça que tu es en train de Oui, dire? c'est ça, C'est exactement. ça. Oui, oui, On peut l'utiliser avec les plantes antéogéniques, avec oui, la méditation comme le bouddhisme ou le yoga. On peut l'utiliser, aussi avec la contemplation, la théurgie. On oui. accède au même monde, c'est bien ça, hein? Le Oui Mundus et Imaginalis, non. est-ce que c'est le même En monde ou fait, pas? oui et non, parce que, les visions, heu, qui sont données par des plantes sacrées, et j'ai dit qu'ils sont similaires des rêves lucides et c'est vrai, mais, d'une certaine façon. Mais d'une certaine façon, ils nous donnent une vue qui est vraiment, propre à lui-même, oui, comme c'est vraiment végétal, j'ai le sentiment vraiment qu'ils sont connectés avec la nature toujours j'ai eu le sentiment que avec l'ayahuasca, l'unité, c'était ici en bas, dans le monde, dans les mondes de la terre et les racines et tout ça, oui, et pas un monde, en haut dans les astres. Je ne sais pas pourquoi, mais et par contre, dans les autres traditions ou des autres même des autres, plantes, des fois, j'ai eu des expériences différentes où je suis vraiment dans un monde, qui n'est pas plein des imageries, du jungle et tout ça, oui, l'imagerie de la vie, oui, ouais. C'est difficile d'écrire, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma voyage mon voyage, ouais. Pourquoi, notre société n'arrive pas à voir tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des gens malheureux? Pourquoi il y a des gens qui sont tristes? Pourquoi il y en a des gens qui sont forcés à travailler? Pourquoi d'autres Ouais, pensent que le travail, il y a que ça? Ainsi de suite. ouais, Pourquoi ça existe ouais, tout ça? Quel est, d'où ça vient? Et pourquoi il ne se réveille pas ce monde dont tu es en train de parler? ouais. Bon, je pense, il y avait une raison.
pour lesquels, dans des sociétés, primordiales, c'était le chaman qui a gardé cette connaissance. Dans l'ancienne Grèce, c'était la religion mystère qui a gardé cette connaissance-là. C'était toujours un peu gardé par quelqu'un. Et le moment que ce sort dans notre société vraiment en pleine forme, je pense qu'on a vécu ça pendant les années 60. Euh, ce que se passait avec les années psychédéliques aux États-Unis et même en Europe, oui. Et c'était une explosion qui, ça a commencé en 1966. C'est assez précis, hein? Ah ouais, d'accord, OK, d'accord. 61, 62, 66, jusqu'à 71, donc 5 ans, oui. Et pendant 5 ans, il y a cette explosion de la musique, de la peinture, parce que j'ai parlé de l'école viennoise de réalisme fantastique. Leur explosion, c'était à cette époque-là aussi, hein, c'est l'art psychédélique, etc. Et finalement, c'était aux États-Unis, c'était Nixon qui a décidé, non, 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 on ne peut pas mener une guerre à Vietnam si tous les gens qui font les protestes, etc., il faut le fermer tout de suite, oui. Et on a vu cette prohibition pendant 40 ans, je pense. Parce que le moment que ce soit dans notre culture en plan fort, comme ça, c'est trop, en fait. Mmh. C'est le changement de conscience, etc., dans notre culture, c'est trop. Il est nécessaire, en fait, que s- moi, je suis pour l'intégration, mais pour l'intégration de manière un peu cadrée. Oui, il faut Mmh. cadrer quand même un peu l'expérience. Parce que sans cadre, ça peut aller dans les ténèbres, dans l'addiction, dans tout, en fait, hein. Oui, Mmh. c'est... Mmh. Mmh. Donc là, je présente un autre tableau de toi, hein? Ouais, ok, voilà. On fait le tour. On Ok. fait les tours, ouais. Le sacrifice quand même, hein? Voilà, oui, le troisième dans cette série des femmes. Ça, c'est encore un portrait de quelqu'un qui, c'était ma copine à Malte, parce que je suis né à Toronto, je suis agrandi à Toronto, et mes racines maltaises, c'était toujours un mystère pour moi. Donc, finalement, quand je suis parti du Canada, la première partie d'Europe où je m'ai installé, c'était à Malte. Et j'ai Mmh. passé presque 2 ans à Malte. Et j'ai rencontré une femme maltaise, moitié maltaise, moitié anglaise, en fait. Et c'est un portrait d'elle avec beaucoup des éléments qui partiennent de la tradition maltaise. Ah Et OK. tous les sculptures qu'on voit sur l'autel, par exemple, Mmh mh. c'est des déesses maltaises, en fait, dans leur passé, dans leur tradition, parce que si le troisième, c'est la Vierge Marie, avant que le christianisme était notre à Malte, avant, c'était les Phéniciens, qu'on dit en français, Oui, les les Phéniciens, c'est ça. Phéniciens, Ouais. avec Baal, Astarte, Mmh mh. etc. Oui, et il reste encore des ruines des temples, etc. Et avant ça, il y avait la déesse mère avec les temples arrondis, des grands pierres, les mégalithes. Et donc, j'ai voulu un peu montrer, oui, de l'entourer, cette femme-là, dans toutes ces traditions de la déesse à Malte. Oui. Mmh. Pour Mmh. moi, c'était... Elle me montrait Elle me montrait tout ce qui était caché dans la féminine maltaise. Oui, Ah oui, dans le féminin, OK. Alors je reconnais bien là, le un des symboles, phéniciens là, hein? oui, exactement. Tanit, Oui, voilà, qui est oui. juste là, ouais. Merci que tu peux. tu- On Il n'y peut a pas faire le beaucoup tour, de qui peuvent reconnaître les petites choses ah comme oui, ça. ouais, on peut Oui, reconnaître, il y a plein de petits symboles de Phénicie, oui. mais là, c'est le un des temples, très
connu quand même, hein, de Malte, hein. Ouais. Celui-ci, ouais, ouais, il est assez connu, mais enfin, c'est très beau. Mais les 3 têtes, ça revient souvent chez toi aussi, hein? En 3 fait, il têtes. y a 4, Ah, 4, on est avec Brahma alors. mais on voit pas le quatrième parce que c'est C'est derrière, derrière, oui, bien sûr, totalement bien. caché, oui. OK, Et d'accord, derrière. OK. c'est comme les phases de la lune, hein. Il y a la lune, qu'on voit, oh, Eux, ils la sont là, lune ouais. 1, est 2, 3, pleine, 4. OK, ouais. croissance, décroissance et la lune qu'on voit pas, en fait, Mmh. donc ouais. Et ça symbolise quoi la lune donc? La Oui, croissance effectivement. et la mort de la lune. Ah! Ouais, Croissance, mort encore, c'est la même chose là? c'est un symbole féminin parfait, hein. C'est, je ne sais pas, oui, il y a un lien fort entre la lune et la femme, c'est clair, hein. Ça, c'est Ouais. Mmh, ouais. mmh. Je présente un dernier tableau, mmh, Mmh. et celui-ci, ah là voilà, on Ouais, change de ouais, registre. ouais. Là, on est ailleurs là, on est ailleurs. Mais il y a toujours ce petit œil là-haut là, Ouais, exactement, ouais. Ah, je suis très fier de ce tableau-là. Ça, c'est pour moi un des tableaux le plus achevés que j'ai fait pendant ma vie et je suis fier aussi de la fait que, OK, finalement, après les 3 femmes qu'on a vues, j'ai rencontré une femme française. C'était à Munich. J'ai vécu à Munich à cette époque-là et elle aussi, une Française. Donc, j'ai fait la connaissance d'une femme française et nous nous sommes trouvés ici, bon, à Paris pendant 13 ans et finalement là, dans la Bourgogne. Et les premières années dans la France, j'étais fasciné par la tradition gothique des cathédrales en France et tous l'iconographie, le symbolisme, l'architecture, tout ça. Donc, je suis allé plein dedans, Chartres, Notre-Dame de Paris, Amiens, et cetera, de Normandie. Et après, ma femme et moi, on a fait un voyage en Inde. Et en Inde, j'ai vu que toute cette même tradition de construire les temples en pierre pendant le Moyen Âge en France et en Europe, il y avait comme une tradition totalement parallèle en Inde, Mmh dans mh. la même époque, oui, où ils Mmh ont mh. travaillé avec la pierre, etc., pour construire des images de végétation, des mythiques, etc. Et finalement, j'ai décidé de faire un tableau où la fascination que j'ai eue pour les deux traditions hindues et gothiques se mélange. Et ça mélange au niveau mythique parce que c'est Vishnu Christ. C'est, et je pense, tu sais que Vishnu, il a eu des avatars, des Oui, les représentations 10 de... avatars de Vishnu, ouais. 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 Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est Christ, c'est comme un avatar de Vishnu. Oh, ça, c'est Ah oui, moyen qu'on peut penser, ce tableau-là. ouais, je comprends, ouais, je Ouais, comprends et bon, la richesse des cultures est importante. On voit très bien les influences où tu nous emmènes et quel est le message que tu pourrais donner à ceux qui te regardent maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Faites de la peinture, faites des expériences, allez boire de l'ayahuasca, c'est q quel est le message? Se ressouvenir, hein, la réminiscence, ouais. hein, mnémosia, c'est quoi? Non, mais je pense, au moins pour moi, ça a commencé avec des rêves et ce que les rêves font, ça ils nous donnent les images, des images un peu mystérieux, des ils sont symboliques parce qu'ils ont pas un sens fixe. Et c'est seulement le temps qui nous révèle le sens des symboles qu'ils ont donnés dans les rêves. Et moi, par exemple, de quitter le Canada et de voyager, c'était grâce à mes rêves et des images dans mes rêves que j'ai voulu déchiffrer que j'ai entrepris ce voyage-là. Donc, il y a pour moi un langage des images et pour ceux qui s'intéressent, il existe vraiment.
un moyen de chercher à travers les images pour avoir les messages, pour avoir les astuces, les idées, etc., sur ta propre vie et le chemin que est là pour toi-même. Et donc, ça peut, et si c'est même pas des rêves, si on voit une image dans un bouquin, dans un musée, dans un temple, et on a tellement touché par cette image, mais touché dans le sens que ça veut me dire quelque chose qui est important pour mon connaissance de moi-même et qui je suis, etc. Mmh. Donc, cette interrogation, euh, c'est ça qui nous mène finalement de passer à travers les images, et de comprendre que euh, les mots, la rationalité, euh, tout ça, c'est un don fantastique. J'ai écrit des bouquins moi-même, mais le langage des images, ça nous donne une autre perspective sur le monde que les mots n'arrivent pas à donner, hein. Et donc, si tu es, il y a des gens qui sont tirés par les sons et la musique, mais si tu es tiré par les images, pour moi, il y a tout un monde à découvrir grâce à ces images symboliques. Yeah. Mm. Peut-on dire que le langage de l'âme, c'est le symbole? C'est vrai que c'est très difficile de encadrer les expériences de l'âme avec des mots. Peut-être la poésie, mais vraiment, l'âme, c'est les sentiments, oui. Et de toucher les sentiments comme ça, on a besoin vraiment des images, des choses comme ça qui nous bougent à l'intérieur, oui, qui nous changent à l'intérieur et donnent cette transformation. Et les rêves sont comme ça pour moi. Et aussi l'expérience de l'art ou l'expérience des visions, c'est comme ça. Ouais. Je te laisse quelque chose à dire avant Mm. que l'on se quitte. Est-ce que tu voudrais remercier quelqu'un en particulier qui t'a permis de rencontrer, ces forces invisibles? Ou tout simplement, dire, quelque chose, à ceux qui t'écoutent là? Mmh. Ouais. Non, mais c'est vrai que je crois que il y a, euh, pour moi, comme peintre, je me vois dans un lignage. Et j'ai mon maître, c'est clair, c'était Ernst Fuchs, cet maître viennois que je travaille avec lui pendant 1 an. Et c'est grâce à lui que mes yeux sont ouverts vers la peinture d'une façon que je n'ai jamais imaginée. Et je joue ce rôle pour les autres maintenant. Et donc, il y a cette lignage, mais c'est pas comment on peut trouver, comment j'ai trouvé mon maître. C'était vraiment, il n'y a pas un chemin direct, oui, pour trouver un maître, oui, mais Ouais. grâce à lui, ma vie a totalement changé. Et ça sert un peu comme un modèle parce que tous les gens qu'on peut connaître peuvent devenir des maîtres dans notre vie, peuvent nous changer d'une façon importante. Mais, et donc, naturellement, ma femme jouait un rôle tellement important dans ma vie aussi, c'est clair. Et donc, il faut remercier elle, il faut remercier mon maître, Ernst Fuchs, et donc, et après, c'est comme une liste qui a, je ne sais pas, tellement loin, jusque des centaines de personnes, en fait. Oui, ça, c'est clair. Mm. Bah, Bon, en tout merci. cas, Oui, merci beaucoup de faire la Laurence d'avoir connaissance avec vous, avec toi, dans le Quai Branly, c'était vraiment super et d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est vraiment capable de entrer ce que j'ai voulu expliquer ou montrer dans mes tableaux.
Ça, c'est spécial. So, merci à toi pour Ah ça. bah, si j'ai pu accueillir quelque chose, je te remercie à toi d'avoir accepté déjà de venir sur ma chaîne et d'avoir eu cette conversation au Cabranly qui était, inoubliable pour moi parce que je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit, tu es une idole pour moi et une icône. Merci. Merci à tous et à bientôt. Allez, au OK. revoir.